Bonjour et bienvenue sur la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce que notre prénom dit de nous et de celles et ceux qui l'ont choisi pour nous? On va poser la question à Joseph Agostini, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine sur le thème de la littérature américaine. Question du jour, comment s'appelle le premier détective de l'histoire du roman policier américain? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons comme chaque semaine Candice Anzel, sujet du conseil de famille du jour, comment apprendre les principes du consentement à son enfant. C'est la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Joseph Agostini, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous accueillir. Vous êtes écrivain, psychologue, psychanalyse. Vous animez Parlons-nous tous les dimanches soirs, pas très loin d'ici d'ailleurs. C'est sur RTL que ça se passe. Et vous publiez aux éditions Hugo et compagnie. Et ils m'ont appelé Kevin, sous-titre Ce qui dicte le choix d'un prénom et ce qu'il dit de nous. Chez Hugo Publishing, absolument. Voilà, pardon, j'ai dit Hugo et compagnie. Quelle erreur. Dans la collection New Life, je me rattrape. À plusieurs reprises dans le livre, vous nous invitez un petit peu d'introspection sur nos prénoms. Vous le faites dès le début, vous le faites dans des petits intertitres, et puis vous le faites à la fin. Alors vous, le vôtre, c'est Joseph, c'est le charpentier biblique, c'est Staline, ou alors c'est un père et un grand-père. Alors c'est mon grand-père qui n'était pas Staline. Voilà, je suis au regret de vous l'apprendre, mais effectivement, non. J'aurais dû m'appeler Joseph Charles, et puis ma grand-mère au dernier moment, qui s'appelait Angèle, a dit non, 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 c'est un scandale. Il doit s'appeler Joseph Ange avant de s'appeler Joseph Ange, Joseph Charles. Et donc voilà comment on a raccourci, on a fait simple. Je m'appelle Joseph, c'est très bien comme ça. Ok, alors l'hommage à la famille, on va en parler. La dette que ça peut supposer parfois, ça fait partie des raisons pour lesquelles on choisit un prénom. Votre grand-mère Angèle, votre fille aussi alors? Absolument. Et ensuite, voilà, c'est pour me faire pardonner, j'ai appelé ma fille Angèle. C'est ça. C'est un peu ça, inconsciemment. Sauf que depuis quelques années, elle a un prénom de star de la chanson et plus seulement le prénom de... Exactement, plus seulement le prénom d'une vieille Corse. Quand on lui demande comment elle s'appelle, votre fille, elle répond sans doute « je m'appelle Angèle ». Alors à vous lire, il serait plus juste qu'elle dise « mes parents m'ont appelé Angèle ». Absolument, c'est grand, vous dites on ment tout le temps. Mais oui, c'est un mensonge. On n'a jamais vu quelqu'un s'appeler tout seul. Du moins au premier tour. Hein. Après, au deuxième, vous savez comme moi qu'en ce moment, on peut changer de prénom, absolument. Et c'est même parfois très souhaitable au fond. Hein. Je me demande même si on ne va pas en arriver à choisir finalement notre prénom au fond. Parce qu'il y a quand même quelque chose aussi d'un déterminisme, c'est le goût des autres le prénom. C'est une manière comme ça de laisser l'autre prendre le pouvoir sur nous. Puisqu'on s'appelle toute notre vie, comment ils ont voulu qu'on s'appelle. Et souvent, d'ailleurs, comment ils ont voulu qu'on s'appelle, ça cache comment ils ont voulu qu'on soit, comment ils nous ont rêvé. Ils nous ont choisis, nos parents, puisqu'on n'était pas encore nés, que déjà on était le rêve parental. À travers le choix du prénom de notre enfant, on se raconte, et on le raconte ou on la raconte, notre enfant, par anticipation. Mais oui, c'est ça. Et cette anticipation crée quelque part l'identité, au fond. On a besoin, à un moment donné, d'être rêvé, d'être attendu. Dans la vie aussi, il n'y a pas seulement le prénom, hein, mais il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui nous pousse à exister, qui nous donne la force d'exister par l'amour des autres, par la considération des autres, et le prénom en dit long, dans le meilleur des cas, effectivement. Vous dites qu'on peut se conformer au prénom qu'on nous a choisi. Par exemple, si la majorité des personnes pensent qu'on porte un prénom qui appelle une personnalité enjouée, si je me souviens bien, c'est l'exemple de Julie que vous prenez dans le bouquin. Ouais, Julie, ça a l'air très très joyeux. On attend de Julie qu'elle ait une posture enjouée, joyeuse et souriante. Et ça peut faire de Julie une jeune personne, ou moins jeune d'ailleurs, enjouée et souriante. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que si les autres nous ont accueillis en faisant la tête, pour être poli, parce qu'on s'appelle, voilà, il y a des prénoms qui peuvent faire fuir, il y a des prénoms dont on peut se moquer, il y a des prénoms qui nous font, comme ça, induisent quelque chose, j'allais dire nous braquer, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire des prénoms qui sont connotés, hein, et qui, voilà, en fonction de qui on rencontre, hein, c'est toujours extrêmement entourage dépendant, mais peuvent induire un comportement. Et effectivement, vous avez raison, si le prénom est sympathique et si les gens sourient en le prononçant, on aura davantage tendance à aimer notre prénom. Et ça peut affecter la personnalité. Parmi les motivations du choix de prénom, on a commencé par là d'ailleurs, quand je vous ai interrogé sur Joseph et d'ailleurs sur Angèle, l'hommage familial. Hommage ou dette?
Parce que hommage, ça va, c'est plutôt sympa et joyeux. Dette, ça peut être pesant. Là, je parle encore aux psychologues et psychanalystes que vous êtes. Ah oui, absolument. Mais disons qu'il y a le transgénérationnel à l'œuvre et parfois, il y a des histoires. Alors, il y a des histoires sordides. Moi, je déconseille fortement aux parents d'appeler leur enfant comme un enfant mort. Et ça se fait beaucoup trop souvent, encore aujourd'hui. Alors, hier, je vous raconte même pas, la mortalité infantile, etc. Le Geneviève mourait, on l'a remplacé par une Geneviève dans les 2 ans qui suivaient. Hein. Et j'ai rencontré suffisamment de patients et patientes abîmés par ces choses-là pour le dire, effectivement, méfions-nous du transgénérationnel à l'œuvre. Questionnons-nous toujours sur pourquoi on aime un prénom. Voilà, surtout, c'est pas sans conséquences psychiques, notamment quand on porte le prénom d'un enfant décédé. Chaque famille, écrivez-vous, a sa crypte de silence. Je trouvais le mot très, très beau, la crypte de silence. Ah oui, et puis chaque famille aussi a eu ses tourments, chaque famille... Alors je ne dis pas qu'il faut immuniser l'enfant contre la gravité, la profondeur, la tragédie de la vie. Je crois qu'au contraire même, il s'agit de témoigner en quelque sorte. Je trouve que les prénoms qui transmettent quelque chose de la gravité, voilà, d'une question familiale, etc., ça peut être très beau. Hein. Mais il ne faut pas confondre, je pense, le choix du prénom avec un opéra italien. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut aussi préserver l'enfant quelque part. Range ta chambre, ma petite Aïda. Voilà, c'est ça, absolument, ma petite Norma. C'est ça. De tanguer comme ça entre la possibilité pour l'enfant de se saisir du prénom tout à fait tranquillement et aussi le plaisir de témoigner, d'apporter quelque chose à l'enfant de la profondeur de la vie. Alors, cher Don Carlos, mais Carlos, ça peut s'entendre différemment. Oui, en plus, on a tout. On a le chanteur, on a le terroriste, mais on a quand même l'opéra italien. Dans ces cas, il faut quand même mieux pas être l'aîné. Souvent, c'est l'aîné qui paye la dette. Familiale. C'est-à-dire qu'on si on a un hommage à rendre, un truc, une tradition... bien placé pour le savoir. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce que vous avez des frères et sœurs. Hein. Oui. Et ils n'ont pas pris des noms de grands-parents ni rien. Oui, mais c'est plus léger pour eux. Plus light, d'accord. Moi, ils m'ont bombardé direct. Bon, voilà, j'avais une grande mission sur Terre. C'est ça. Non, mais en même temps, c'est vrai, vous avez raison. L'aîné, il y a quelque chose... Je me souviens d'Huguette, par exemple. Elle dit, mais moi, j'avais pas Huguette, on la rencontre dès le début du bouquin. Ah, exactement. Voilà. Mais, elle est plus toute jeune. Franchement, Sylvie et Françoise, ses sœurs, c'était Sylvie Vartan et Françoise Hardy. Huguette, c'est pas Huguette Vartan, Huguette Hardy ou Huguette Bardot. C'était mémé Huguette. C'était mamie Huguette. C'est ça. Et c'était pas si simple pour elle. Payer la dette, vous racontez un exemple, celui de Maxime, héritier du prénom d'un frère aîné qu'il n'a jamais connu et qui était mort noyé à l'âge de 22 mois. De votre point de vue de psy, ce qui fait le plus mal dans ce cas-là, c'est d'imposer ce prénom ou c'est d'avoir fait peser le secret sur les raisons du choix ? Parce que dans l'histoire de Maxime, il y a ça quand même. C'est qu'il le découvre tard. Oui, alors non, d'avoir fait peser le prénom, c'est-à-dire pour moi, voilà. Le secret, d'avoir fait peser le secret. Quand un enfant meurt, il faut que l'enfant ait sa sépulture, il faut que l'enfant ait son prénom. Pour moi, ça fait partie de la même chose. C'est comme finalement refuser d'enterrer un enfant. C'est ça. Vous voyez, un enfant meurt, évidemment, il a le droit à des obsèques, il a droit. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'a pas la parole qu'il n'a pas existé. Et effectivement, donner le prénom de l'enfant mort à un autre enfant, c'est un peu annulé, hein. C'est annuler le défunt. Vous voyez ? Et c'est souvent des fantasmes aussi de reproduction, vous voyez, d'éternité, d'éternisation de l'enfant. Mais ça reste imaginaire. Le cas échéant d'éternisation de soi-même. C'était aussi le Absolument. cas, et je découvrais en vous lisant, de Salvador Dali, dont vous nous apprenez que le lien avec son frère défunt définit toute une partie de son œuvre. Oui, absolument. Salvador Dali disait toujours que, effectivement, ce frère avait compté dans sa peinture. Mais vive l'inventivité, vive la créativité à partir de la mort, à partir de la tragédie. Mais je dirais que c'est pas la même chose que, vous voyez, le prénom. Ça désigne toute la vie. Donc il faut y réfléchir par 2 fois. C'est pas la même chose que de faire une peinture, vous voyez. C'est vrai. C'est autre chose. Autre source d'inspiration des prénoms bien connus, les stars. La Mélissa métisse d'Ibiza de Julien Clerc a fait passer le prénom en 3 ans de 130 à 6000 naissances. Je regarde mes notes tellement le chiffre me semble... C'est vrai, absolument. Il y a des prénoms comme coquille, ça. Renaud, Lola et Morgane lui doivent tout. Hein. Et oui, Morgane qui était... inexistant au moment de la chanson. Non, c'est vrai, tout à fait. C'est ça. Il y a beaucoup de prénoms comme ça qui sont nés du spectacle. C'est ça. Et en revanche, on peut avoir des surprises à ce niveau-là, parce que Brigitte Bardot, par exemple, on peut se dire tout le monde, en 1960, appelait sa fille Brigitte. Que nenni, en réalité, Brigitte Bardot était trop belle et les parents étaient intimidés. Ils n'ont pas osé. Parce qu'elle était... Voilà.
appeler son enfant Brigitte à l'époque, c'est vraiment faire un pari. C'est vrai que c'était extrêmement lourd, avec un risque quand même aussi qui est que la mode, comme disait Cocteau, c'est ce qui se démode. Donc on peut trouver qu'un prénom à la mode, 30 ans plus tard, est un peu compliqué à porter. Absolument. Joseph Agostini, et ils m'ont appelé Kevin. Tiens, on va en parler de Kevin juste après l'Anti-Sèche. Ce que les prénoms disent de nous, c'est le sous-titre du livre qui vient de sortir chez Hugo Publishing, coédité par RTL, où vous animez tous les dimanches soirs. Parlons-nous, vous restez avec nous, on continue à se parler. Avec plaisir. Je parle sur School TV, mais c'est sympa aussi. Très bien. L'Anti-Sèche, Catherine Maury. Toute cette semaine, on teste notre culture générale sur la littérature américaine avec Catherine Maury. Catherine, bonjour. Bonjour Emmanuel. Catherine, question du jour. Comment s'appelle le premier détective de l'histoire du roman policier? Alors moi, évidemment, je sais parce que j'ai lu Il était une fois l'Amérique, une histoire de la littérature américaine en 2 volumes publiés aux arènes BD avec au pinceau Jean-Baptiste Eustache et vous-même à la plume. Vous avez une idée d'ailleurs, Joseph? Je sais pas. On sèche, non, hein. Je sèche. On sèche, on l'avoir lu, moi. J'ose pas. Alors, Auguste Dupin. Dupin. Et pourtant, il est américain. D'où vient ce mystère? Les mystères de Paris. Oui, et il est parisien en plus. Et voilà. Donc c'est. J'essaie de faire un jeu de mots, les mystères de Paris. Oui, c'est vrai. Oui. Mais là, on s'oriente sur Eugène Sue, quoi. Oui, c'est Eugène Sue, je sais. Mais enfin, bon, bref, c'était quand même intertextuel. C'est vrai. Et là, c'est Edgar Allan Poe qui a donc fondé le roman policier. C'est l'inventeur du roman policier. Avec les meurtres de la rue Morgue. Avec les meurtres de la rue Morgue. Et donc qu'on peut toujours chercher. Pardon? Qu'on peut toujours chercher dans Paris. Elle n'existe pas. Ah oui, non, c'est vrai. Okay. Oui, tout à fait. Exact. C'est une rue Elle n'existe plus ou elle n'existe pas? Non, elle n'existe pas. Enfin, si je vous ai bien vu, elle n'existait pas à l'époque. Non, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc il crée aussi le premier détective, donc qui est ce fameux Auguste Dupin, qui est un détective en chambre. C'est quelqu'un de très cérébral. Donc il réfléchit, il analyse, il pense, et c'est comme ça qu'il trouve la solution. Par exemple, il y a cette fameuse nouvelle qui s'appelle La lettre volée. Donc on a dérobé une lettre à une princesse de sang royal, et cette lettre est compromettante. On sait qui a fait le coup, c'est un ministre. La police est allée chez le ministre, elle a sondé tous les coussins, soulevé toutes les lettres de parquet. Impossible de trouver la lettre, impossible. Et donc on demande à Auguste Dupin, et Auguste Dupin se dit, il est lucide en réfléchissant, il se dit oui, le ministre est poète, donc il a trouvé un stratagème de poète, donc il n'a pas caché la lettre cachée, donc elle est en évidence chez lui, et elle était effectivement sur la pluie. Mais vous savez que le psychanalyste Jacques Lacan, on a fait un séminaire de la lettre volée. Ah bah oui, mais ça a inspiré beaucoup absolument. Et on peut retrouver ça dans l'Incroyable histoire de la psychologie, qui est également publié aux arènes BD d'ailleurs. Les Américains, si on en parle aujourd'hui d'Edgar Poe, c'est comme inventeur, comme créateur de nouveaux genres littéraires. Donc là, il crée le roman policier, qui aura une descendance absolument extraordinaire. Mais il y en a plein d'autres. Il y a l'écriture de la nature, par exemple. Oui. Et là, on va parler de Thoreau, j'imagine. Voilà, exactement, de Thoreau. Donc Thoreau, comme on le sait, enfin ou pas, mais donc c'est quelqu'un qui a voulu se retirer un petit peu de la société, qui s'est construit près du lac de Walden, donc une petite cabane de 13 mètres carrés, et puis donc qui a décidé de vivre là, en gardant des liens avec la ville de Concorde, qui était, mais enfin quand même un petit peu à l'écart. Et donc, il y va 2 ans, si je me souviens bien, dans ça. Ou 10 voilà, mois, exactement. Et donc, il vit de peu, parce que c'est aussi un traité sur le bonheur, en fait, Walden. C'est un peu comment faire pour être heureux. Et ce que dit Thoreau, c'est qu'on est riche de tout ce qu'on n'a pas. Et donc, qu'on perd sa vie à la gagner. Donc, tous ces objets qu'on accumule, qu'il faut ensuite entretenir, ces poignées de porte qu'il faut astiquer, cette argenterie qu'il faut faire reluire, finalement, c'est tout sauf le bonheur. Et lui, il dit, moi, je suis riche d'heures d'été. Moi, je suis riche de moments de soleil. Je suis riche de beauté naturelle. Et donc, dans Walden, eh bien, effectivement, c'est du nature writing, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup une célébration de la nature. Qu'on retrouvera plus tard. Un autre genre littéraire qui nous vient des États-Unis, qu'on confond abusivement avec celui du roman policier, évidemment, c'est le roman noir. Oui. Dashiell Hammett, notamment, Moisson rouge. Voilà, Dashiell Hammett avec Moisson. C'est quoi la différence entre roman noir, roman policier? Alors, la différence, c'est déjà que le personnage, le héros est complètement différent. On a dit qu'Auguste Dupin, c'était un analyste en chambre, alors que le héros du roman noir, c'est vraiment le hard-boiled, c'est-à-dire le dur à cuire. Donc c'est l'homme de terrain, il a les mains rivées sur la gâchette et il intervient. Ensuite, le roman noir, eh bien, il est toujours très déstabilisant, c'est-à-dire qu'il est inquiétant. Il y a une fin qui, voilà, par exemple, dans Moisson rouge, le détective est ivre de sang. C'est un petit peu gênant, c'est pas le justicier, voilà, non. Et puis la peinture de la société compte beaucoup. Voilà, c'est beaucoup de la peinture sociale. Allez, un petit dernier pour la route de Jean, le true crime, qui aujourd'hui fait
bonheur notamment des podcasteurs et des podcasteuses, mais pas seulement. Et ça, c'est évidemment Truman Capote. Cher aux journalistes aussi, parce qu'il invente aussi le nouveau journalisme, Bien sûr, avec 200 francs. Ça se tient avec 200 francs, donc qui est un roman-reportage. Donc de quoi s'agit-il? Dans le Kansas, il y a un quadruple meurtre, un couple qui est assassiné avec leurs 2 enfants, et donc Capote va sur place, il interviewe des dizaines de personnes, il accumule des notes vraiment, il remplit une pièce. Il est avec son amie Harper Lee, la romancière de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et donc il prétend écrire un roman documentaire, un roman transparent, juste vraiment le réel, rien d'autre. Voilà. Est-ce que c'est si transparent que ça? Pas tellement, parce qu'il occulte quand même un des personnages centraux du roman, à savoir Capote lui-même. Parce que Capote est devenu, au fil des années, le meilleur ami des détenus, à tel point qu'ils l'ont même choisi pour être le témoin lors de leur exécution. Et Capote ne parle pas de lui. Et pourquoi? Ça, c'est la deuxième histoire de 200 francs que ne raconte pas 200 francs. Je vous le dis en 2 mots quand même. Et c'est que en fait, Capote, il joue très copain-copain avec les détenus, mais il a qu'une envie, c'est qu'on leur passe la corde au cou pour que lui, il puisse dénouer son œuvre. Et ouais. Et Clara, son dénouement d'œuvre, il s'en sort pas très bien après 200 francs d'ailleurs. Il s'en remettra jamais. Il s'en remet jamais. Il y a une belle série sur, je ne sais plus quelle plateforme d'ailleurs, mais bref, sur l'histoire de Truman Capote. Il y avait aussi eu un film qui était tout à fait formidable. Catherine Maury, professeure de lettres, prolixe autrice de cette collection des incroyables histoires. Il était une fois en Amérique, histoire de la littérature américaine, 2 volumes, C'est aux arènes BD, Eustache au dessin, François Guérif et Oliver Gallmeister. Vous avez des super complices quand même. Des parrains. Fabuleux spécialistes de littérature américaine dans ce pays. On se retrouve demain? Tout à fait. Question pour demain. Quel célèbre écrivain américain parle de l'Amérique comme d'un cauchemar climatisé? Réponse demain avec Catherine Maury. On retrouve pour l'instant Joseph Agostini, Grand Oral. Joseph Agostini, ils m'ont appelé Kevin, ce que les prénoms disent de nous. Kevin, justement, alors, c'est plus très à la mode maintenant. Hormis dans le Nord, c'est ça, il y a le Nord qui fait de la résistance. Absolument, et il y a Kevin Fafournou qui a créé l'association Sauvons les Kevin, et c'est lui qui m'a quand même en quelque sorte donné l'idée du prénom Kevin, parce qu'il dit qu'effectivement, il en a un peu honte de son prénom, et il montre quand même comment un prénom peut effectivement être très branché, très tendance. Il ne faut pas oublier qu'en 1990, il y avait 35 000 naissances de Kevin Costner, Kevin McAllister de Maman j'ai raté l'avion. Il y a eu comme ça pour moi, c'était Kevin Keegan, c'était un footballeur, mais vous êtes trop jeune. Oui, Kevin Keegan. Il y a eu tout cette... disons que Kevin en 90, ce n'était pas Kevin en 2025. C'est ça. C'était vraiment tout autre chose. Et aujourd'hui, effectivement, il y a environ une centaine peut-être de Kevin effectivement répertoriés en 2020. On apprend aussi en vous lisant qu'en France, le nombre de prénoms a littéralement explosé depuis 1900. Il y avait 1700 prénoms différents en 1900, on est à 35 000 aujourd'hui. Absolument. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu en 1966 la possibilité de régionaliser son prénom, prénom corse, prénom basque, prénom breton. Avant 1966, ça n'existait pas. Donc, voilà, donc ça a effectivement varié les plaisirs. Mais en 1993 également, depuis 1993, on peut appeler n'importe comment son enfant pourvu que ce ne soit pas préjudiciable pour lui. Donc là aussi, il y a eu des variations orthographiques dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'est vraiment un marqueur d'originalité et de singularité. Ce qui n'était pas le cas en 1900, c'était Pierre-Paul Jacques. Que ce ne soit pas préjudiciable dans les exemples, par exemple, Adolphe avec un F. Oui, absolument. Ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit en France, absolument. Adolphe, c'est interdit parce que ça rappelle trop Adolf Hitler. Il y a un biais, il y a un loup. Si les parents veulent à tout prix appeler leur enfant Adolphe, c'est que ça cache quelque chose. Pareil pour des prénoms plus, on va dire, Nutella et Bob l'éponge, c'est interdit. Ouais. Les marques. En même temps, on se dit, mais qui appelle son enfant Nutella? Ça a été proposé à l'état civil. L'État civil a refusé. C'est très compliqué de nommer en Islande. Vous nous dites qu'il y a les prénoms, ça c'est super réglementé. Oui, absolument. Il y a on doit être fils 2, fille 2, il y a une liste très précise, effectivement. Et qu'à travers le prénom, ce qui se joue, c'est pas seulement l'identité de l'enfant, c'est l'identité d'une nation. Oui, ça fait communauté, ça fait communauté d'appartenance. Donc pas alors qu'aujourd'hui, en France, on a une vraie liberté à ce niveau-là. Ça a bien changé, d'ailleurs. On a le droit de changer de prénom. Absolument. Mais il faut quand même expliquer. Il faut le motiver. C'est ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas juste aller dire je ne veux plus m'appeler Emmanuel, je veux m'appeler Joseph parce que j'ai trouvé sympa. C'est ça.
Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment une affaire de routine, alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait vraiment prouver la difficulté qu'on rencontrait avec son prénom. Là où on croise le social en vous lisant, c'est que vous citez un exemple très étonnant, celui d'une femme qui avait donné des noms à consonance arabe à ses enfants, elle-même étant d'origine d'Afrique du Nord, et elle demande à changer pour des noms à consonance française, raison invoquée, ils auront plus de mal à trouver du travail ou un appartement. Et ce qui est dingue, c'est que l'administration accepte, ce qui veut dire que l'administration, la France, l'administration française dit « ben oui, on vit dans un pays où le racisme est suffisamment répandu pour que ce motif soit fondé ». C'est une sorte de reconnaissance du racisme systémique. Il y a plein de débats pour savoir s'il y a un racisme systémique ou pas. Oui, et puis mais là, si on pousse le bouchon plus loin, l'administration encouragerait presque ces gens-là à changer de prénom. Bon, c'est ça que ça dit. C'est ça. C'est-à-dire que... Et puis alors là, concernant... Là, on pense évidemment à Éric Zemmour. On oublie de dire qu'Éric, c'est un prénom viking, alors que monsieur se calme quand même. Pas très français. Hein. Et ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment qu'en Algérie française, on pouvait tout à fait appeler son fils Mustapha. Et personne ne nous obligeait en fait à avoir des prénoms français. Donc c'est une histoire de crispation identitaire qui en dit long sur, je crois, la crispation tout court de la personne qui parle. Absolument. Dans les deux prénoms les plus répandus au monde, Mohamed et Marie. Eh oui. Les écritures. Les écritures. On revient toujours effectivement aux fondamentaux en matière de prénom. Hein. Ouais. Effectivement, le prénom, c'est avant tout une manière de protéger l'enfant, au fond. C'est ça que ça dit. Et d'ailleurs, le retour en force des prénoms sacrés après une véritable toute-puissance des prénoms laïques pendant longtemps en France. Aujourd'hui, Gabriel... Petite bascule sur notre 21e siècle. Mais oui, Gabriel rappelle André Malraux, absolument. C'est cette question-là. La sacralité revient. Oui. Il y a eu des époques où le choix du prénom était moins chargé. Vous citez le sociologue Baptiste Coulmont. Il rappelle qu'au 19e siècle, finalement, on appelait rarement les gens par leur prénom. On était monsieur machin, madame truc. Oui, c'est vrai, absolument. Il y a eu plusieurs étapes. Hein. Disons qu'effectivement, au début, il ne faut pas oublier que tout le monde avait un diminutif, une sorte de surnom. C'était la question du surnom, beaucoup plus que le prénom au Moyen-Âge. Et ensuite, effectivement, le prénom a gagné c'est-à-dire... On a voulu distinguer les gens, finalement, au-delà du métier qu'ils faisaient ou du signe distinctif sur leur physique. Ou de la lignée, éventuellement, aristocratique, pas aristocratique. Voilà, absolument. C'est cette question-là, au fond. C'est cette question de l'appropriation d'une identité subjective, d'une originalité, au fond. Vous citez Baptiste Coulmont, il est bien connu des journalistes d'éducation. Absolument. Parce que depuis des années, au moment du bac, il a fait un travail remarquable. Ouais, et il publie le résultat de son hit parade des prénoms à mention très bien. Alors évidemment, ce n'est pas le prénom qui donne la mention très bien. Au fond, ce que ça raconte là, et on l'a déjà vaguement évoqué en parlant des Kevin entre autres, mais c'est le fait que les inégalités sociales se perpétuent. Les différences sociales se reproduisent parfois aussi et se disent à travers les prénoms. Absolument, mais disons que le prénom, enfin, évidemment que Diane et Stanislas auront toujours plus de succès au bac que Warda et Mohamed. Et c'est d'ailleurs... et que Kevin et Cindy. C'est-à-dire que voilà, on voit bien que c'est discriminant le baccalauréat, on voit bien à quel point justement on voit bien dans les différents milieux, on nomme différemment les enfants. Et on n'est pas tous égaux. On n'a pas la même culture du prénom. Voilà, c'est ça. Et ce qui est terrible, c'est que ensuite il y a une discrimination à l'embauche, il y a une discrimination au logement, puisque tout ça est extrêmement intriqué au fond. Hein, c'est cette question-là au fond. Tolère-t-on que les Kevin réussissent? Voilà, ça c'est... On va se terminer avec cette question. Allez, c'est le prochain. Pour l'instant, ils m'ont appelé Kevin, c'est le titre du livre, ce que les prénoms disent de nous. Tolère-t-on que Kevin réussisse? Ce sera peut-être un prochain bouquin de Joseph Agostini. Merci, on vous retrouve tous les dimanches soirs. Parlons-nous, c'est sur RTL. Merci, vous êtes Emmanuel. Psychologue, psychanalyste. Il y a un petit test à la fin du bouquin. Vous nous proposez de voir si on est à l'aise avec notre prénom. Vous l'avez fait? C'était ce que j'allais vous demander. Et Emmanuel, en ce moment, jusqu'en 2027, ça va quand même. Oui, mais alors moi, j'ai grandi pas du tout là-dedans. Moi, j'ai grandi Emmanuel féminin, j'imagine bien. Voire féminine. Donc le film. Le film et la chanson, c'était Emmanuel comme un soleil. Ben voilà. Emmanuel comme un soleil. Comme un soleil. Et Emmanuel comme un roi soleil maintenant. Plus belle, c'était. Enfin bon. Joseph Agostini, merci beaucoup. Comme chaque semaine, on retrouve maintenant Candice Anzel. C'est l'heure du conseil de famille. Candice Anzel, conseil de famille, notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de parentalité. Candice, bonjour. Bonjour. Apprendre la notion de consentement à son enfant, c'est absolument essentiel au développement du sens de son intégrité physique et sexuelle. C'est pas forcément évident, on en parle souvent.
Comment s'y prendre? Alors, nous connaissons tous évidemment le célèbre dicton qui ne dit mot consent. Et depuis quelques années, finalement, les scandales, les dénonciations qui entourent le hashtag MeToo ainsi que les campagnes de sensibilisation s'efforcent d'exposer différentes situations d'abus en précisant qu'un silence, ce n'est pas un oui et que non, c'est non. Alors consentir, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un accord volontaire pour faire quelque chose, et même dans le langage courant, il y a cette idée finalement d'accepter que quelque chose se fasse et parfois même d'en être complice. Alors pour rappel, en France, l'âge légal du consentement sexuel est établi à 15 ans. Toutefois, à partir de 13 ans, en fait, les mineurs peuvent consentir à des activités sexuelles à partir du moment où l'écart d'âge entre leurs partenaires est inférieur à 5 ans. Les mots comptent, vous l'avez rappelé, est-ce qu'il ne faut pas avant tout leur apprendre aux enfants à faire la différence entre obéir et consentir? Alors c'est vrai que les parents, les intervenants du système scolaire ou même de garde éduquent plutôt les enfants à suivre les règles et obéir plutôt qu'à consentir, clairement. Donc quel parent n'a pas dit à son enfant qui refuse de se laver les dents qu'il doit se laver les dents, ou s'il ne veut pas aller à l'école qu'il est obligé d'y aller? Ce qui est la loi. Ce qui est la loi. Au quotidien d'ailleurs, expliquer 1000 fois le fondement des règles ou des comportements n'est d'ailleurs pas toujours possible. Non. Et d'ailleurs, dans nos vies actives par exemple, on ne va pas dire à son enfant « Est-ce que je peux te mettre la ceinture de sécurité ?» Non, on va lui mettre la ceinture de sécurité dans la voiture. Et on ne lui demande pas son consentement. On lui demande pas son consentement, exactement. Généralement, d'ailleurs, les enfants apprennent qu'ils doivent respecter les règles des adultes et leur obéir. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, ils acquiescent d'ailleurs parfois à faire des choses qu'on leur demande, mais pour lesquelles ils ne sont pas forcément toujours d'accord. Par exemple, combien de parents demandent à leur enfant d'aller faire un câlin ou un bisou à un membre de la famille élargie ou même à un adulte de confiance? La fameuse grande tante qui pique. Oui, l'enfant, il n'a pas forcément envie, exactement. Donc, les enfants, d'ailleurs, affirment souvent qu'ils le font soit pour faire plaisir à leurs parents ou bien pour être polis, alors qu'on peut leur donner le choix. Il y a d'autres alternatives, comme les paroles ou même un geste de la main, ça fonctionne très bien aussi. L'école a son rôle, vous le rappeliez. En primaire, on enseigne nos enfants à bien traverser la rue, à réagir s'il y a un incendie, un attentat, ou aussi à adopter des pratiques plus sécuritaires à vélo. Est-ce qu'on le fait vraiment lorsqu'il s'agit de les protéger des prédateurs sexuels? Alors, pas assez, justement, parce que lorsqu'on demande à un enfant s'il connaît, par exemple, les numéros d'urgence, alors généralement, il connaît le 15, le 17, le 18, éventuellement le 112, mais ils ne connaissent pas forcément le 3919, qui est justement la plateforme pour les victimes de violences sexuelles et sexistes, ou le 119, qui est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger. Donc pareil, quand on leur demande d'identifier des personnes de confiance à qui ils peuvent s'adresser si jamais ils sont victimes d'abus, de comportements inadéquats de la part d'un adulte, alors certains vont répondre papa ou maman, mais dès qu'on sort effectivement de ce cadre-là, ils ont du mal à identifier des personnes de leur entourage à l'extérieur et à se confier. Et on sait malheureusement qu'il y a des choses aussi qui se passent au sein de la famille. La majorité. Donc c'est important. De ces actes se passe, c'est la famille ou les proches. Donc c'est pour ça que Absolument. La responsabilité finalement d'éduquer nos enfants à la notion de consentement, elle doit absolument être partagée évidemment par les parents, mais aussi par le système scolaire et puis la communauté finalement qui entoure l'enfant au sens beaucoup plus large. Candice, vous qui avez des astuces sur tout, je suis sûr que vous avez des astuces sur la façon d'expliquer à un enfant de manière très simple et claire cette notion de consentement. Alors, on va expliquer par exemple que tout le monde a des limites personnelles. Et c'est comme un peu une bulle autour d'eux. Et que personne ne peut rentrer dans cette bulle sans permission. Et que chacun a le droit de décider qui peut entrer ou non dans cette bulle. Apprenez-lui aussi à dire évidemment oui, à dire non. Et que les deux sont valables en fait. Finalement, on peut leur dire que les deux réponses sont respectables et qu'il a le droit de s'affirmer et de les exprimer. On peut utiliser des jeux, non aussi? Oui, évidemment. Moi, je suis toujours pour les scénarios et les jeux de rôle pour pouvoir justement montrer aux enfants où se passe le consentement, où est-ce qu'il est nécessaire, même dans le jeu par exemple, montrer que les câlins, les bisous et même les jeux physiques nécessitent le consentement des deux parties. Par exemple, si on fait une partie de chatouille avec ses enfants et que son enfant, même en rigolant, dit non, stop, tenez-vous à arrêter et à respecter en fait son choix. De la même manière, on fait une bataille de coussins, vous l'adulte, vous dites bon là ça va dégénérer, on arrête, votre enfant va apprendre aussi les limites. Donc précisez évidemment que lui ou un adulte ne peut en aucun cas montrer ses parties sexuelles ou encore les photographier ou les toucher et qu'on ne peut pas forcer à regarder des images ou des vidéos intimes et que ce n'est jamais c'est pas drôle. Exactement. Rappelez-lui que s'il est confronté à une de ces situations, il doit absolument dire non et en parler à un adulte de confiance. Candice, merci beaucoup pour cette chronique, comme toujours très précise et très utile. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Pantec pour la préparation de l'émission, Héloïse Merlin au son, Mani Pezeshk à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.